Bonjour à tous, et je suis content d'être là avec vous, d'avoir fait un long voyage pour arriver. Et je voulais remercier SOS Amitié de m'avoir invité pour discuter avec vous. J'aime bien l'idée de discuter. Et surtout aussi de nous donner du temps. On a parlé du temps tout à l'heure, et souvent quand on parle, on a un quart d'heure, 20 minutes, il faut tout ramasser. Et les sociologues, ils aiment bien prendre un peu leur temps. Et en plus, je dois vous présenter, parler de l'approche socio-historique du suicide. Et honnêtement, c'est un challenge d'arriver à réduire ça, même en 1 heure de temps. Et surtout, que c'est impressionnant de vous voir tout cela, c'est effectivement impressionnant. Et que surtout, moi, j'aime bien être dans l'interactivité, j'aime bien les petits groupes, j'aimerais bien discuter avec vous, parce que je pars du principe que vous savez déjà pas mal de choses, et que mon rôle, c'est un peu de vous éclairer. Et donc, je vais commencer d'abord par poser une série de questions. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé que vous y répondiez tous. Mais bon, c'est le jeu et il faut l'accepter. Ma première question, elle est simple. C'est qu'est-ce que le suicide? C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la présence. Question simple mais vertigineuse. Comment définir le suicide? Et là, si je pouvais m'adresser à chacun d'entre vous, quelle est votre définition du suicide? Est-ce que je peux me permettre de vous demander ici dans la salle combien de personnes sont claires du suicide? Vous vouliez lever? De personnes parmi vous pensent avoir une définition claire de ce que c'est que le suicide? Elle a un petit peu, mais ce n'est pas la majorité. Alors, est-ce que le suicide est d'une pathologie mentale? Un problème sociétal? Est-ce que celui qui se suicide a une part de liberté ou aucune liberté? De quelle manière prendre en compte la parole de celui qui veut mourir? Puis, qu'est-ce que la prévention du suicide? Parce que c'est ce que nous sommes censés faire. Je fais quoi exactement quand je fais la prévention du suicide? Quelles sont les limites de la prévention? Quelles sont les questions que je me pose quand je suis face à quelqu'un qui veut mourir et que je n'ai pas de réponse simple à donner? Comment je perçois la personne qui va mal, qui exprime cette souffrance? Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Comment établir un dialogue authentique? Comment je suis sûr que j'arrive à établir un dialogue authentique et que je ne l'imagine pas? Quelle est la place de la médecine, des protocoles d'évaluation du potentiel suicidaire, du 31-14, de l'écoute, de l'accompagnement? Quel est mon rôle en tant que soignant, en tant qu'écoutant, en tant que proche? Parce que moi, je pense qu'en prévention du suicide, on est tous des soignants, et j'aimerais un peu casser la distance entre les soignants d'un côté, les familles de l'autre, les proches de l'autre. Je pense qu'on est tous des soignants. Et j'oublie les travailleurs sociaux. Mais il y a aussi, quelles sont mes peurs, mes doutes? Quand j'entends quelqu'un qui va mal dans mon cabinet, et que je pense que je dois poser la question, est-ce que vous avez des idées noires? Je lui pose la question. Voilà, suicide, j'ai un peu de mal encore, j'y vais lentement, vous avez des idées noires, et puis après je prononce le mot suicide. Et à votre avis, j'attends quelle réponse? Oui ou non? Non, parce que je sais que s'il me dit oui, oula, je dois poser le stylo, voilà, et je sais que j'en ai pour un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, je ne sais pas combien de temps j'en ai. Et puis en tant que médecin, vous savez la difficulté qu'on a à avoir accès à mes consultations, c'est 1 mois et demi. Je ne sais pas combien de temps. Et souvent, j'ai tendance à dire que prendre en charge, écouter, accompagner, c'est sortir des cases. Donc, quelles sont mes peurs, mes doutes, mes limites? Et est-ce que j'ai le droit de les exprimer? En médecin, les médecins sont censés tout savoir. Je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de supervision. Et puis, quelle est mon éthique? Jusqu'où je dois m'investir? Alors, ça fait beaucoup de questions, je sais. Vous n'avez pas la réponse, et ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour vous les donner, mais je suis là pour réfléchir avec vous. Et puis, si je fais un parallèle, quand je demande aux étudiants en médecine, je suis dans les amphis, je les forme un peu, et quand je leur demande qu'est-ce que c'est que la maladie, la santé, la relation soignant-soigné, qu'est-ce qu'un malade? C'est quoi le rôle du médecin? À votre avis, ils ont la réponse ou ils n'ont pas la réponse? Ils n'ont pas la réponse. Pourtant, ils soignent. Ça ne les empêche pas de soigner. Donc, s'ils n'ont pas la réponse, ce n'est pas forcément grave. Ce n'est pas leur travail. Ils ne sont pas là pour faire la philosophie, la sociologie et pour disserter sur des concepts. Sauf que,
Sauf que la manière dont on conceptualise la maladie, la santé, influence nos pratiques. Mais c'est incorporé, caché. Je ne fais pas la même médecine si je privilégie l'aspect biomédical ou l'aspect global, l'approche holiste, la relation soignant-soigné. Je ne fais pas la même médecine si en face de moi, je pense avoir un malade, un patient, un client, un usager ou une personne. Mais ça, j'y réfléchis pas forcément. Et puis, j'ai beau avoir en tête l'idée des deux, comment trouver le bon équilibre entre savoir, rigueur professionnelle. Attendez de moi que je sache quand même un minimum. Et puis, complexité possible de chaque situation. Pour vous donner un exemple concret que j'ai eu à traiter il y a une semaine, j'ai une jeune fille que je connaissais relativement peu, je soignais beaucoup la maman, et qui est schizophrène. Elle est venue me voir, au départ, c'était très somatique, des maux de tête, des nausées, un épisode de vomissement. Ce qui nouveau, c'est des vomissements. Et puis, elle est sous lithium. Je la connais sous lithium pour les maladies bipolaires. Et en discutant, je m'aperçois qu'elle a pris de l'Antadis. Vous connaissez l'Antadis peut-être, c'est un anti-inflammatoire. Et le problème, cette jeune fille qui déteste les médicaments, après je lui ai donné des médicaments, elle ne voulait pas en prendre, elle avait pris cet Antadis sur 4 jours. La difficulté, c'est que la prise concomitante d'Antadis et de lithium est contre-indiquée. Et avec des conséquences graves, ça peut donner des insuffisances rénales aiguës qui peuvent justifier d'une hospitalisation. Si je prends le savoir biomédical, mon job est simple, faire une prise de sang. Mais il y a un détail, on est samedi. Pour moi, en tant que soignant, ça me change tout. Parce que qu'est-ce qui se passe le samedi? Les laboratoires biologiques sont fermés. Donc si c'est urgent, la prise de sang, je ne l'aurai pas avant lundi. Bon, c'est pas grave, j'ai une autre solution. Je vais l'envoyer aux urgences. Parce que quand même, au niveau biomédical, il y a un risque. Et évidemment, vous devinez la réponse de la demoiselle. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Non, ben non, je ne veux pas. Et là, il est midi, nanana, bon voilà. Et heureusement, la mère est là, je la connais bien. Et je lui dis, vous ne voulez pas regarder ce Doctolib, s'il y a encore un laboratoire ouvert? Et super, il y a un laboratoire qui est ouvert. On prend rendez-vous. Sauf que, non, elle avait une prise de sang prévue lundi. Et les schizophrènes ont besoin de rituels. Et comme on disait, moi, on est dans une logique de validisme. On communique de façon normale. Ces peurs, ces angoisses, je ne les connais pas, évidemment. Non, non. Moi, je suis prévenu ma prise de sang lundi. Je connais l'infirmière. Elle sait que j'ai besoin de musique. Je lui fais confiance. Il n'est pas question que... Et là, on a négocié. Et j'ai même fait une ordonnance en lui disant, non, je pourrais aller plus loin, mais en disant, il faut absolument que cette prise de sang soit prise en mettant de la musique, que vous l'écoutez, que vous l'accompagnez. Et j'ai été jusqu'à téléphoner au laboratoire pour ce qu'il y a une démarche. J'ai même essayé de négocier avec la petite sœur pour qu'elle accompagne et fasse plus de temps à un moment donné. Vous voyez très bien, ça prend plus de temps. Et vous voyez très bien qu'on est en tension entre le savoir biomédical et le côté... Alors, j'aime pas trop le côté humain, parce que moi, je trouve l'humain, ça fait du bien et ça fait du mal. J'ai toujours peur avec le mot humain. Il est à la fois très important, et moi, je pense, c'est pour ça que j'ai fait la sociologie, que la relation soignant-soigné, c'est aussi un objet d'étude. C'est comprendre pourquoi tout à fait je ne suis pas toujours humain comme je devrais être humain. Et donc, dans ce que je vais essayer de vous dire, je vais vous parler donc en tant que médecin généraliste et en tant que sociologue. Et si j'ai fait de la sociologie juste à la sortie de mes études, c'est que j'étais un étudiant en médecine malheureux, parce que les études de médecine sont assez violentes, et je trouvais qu'on nous forçait à apprendre des choses par cœur, apprendre par cœur, et je me suis demandé à quel moment j'ai le droit de réfléchir. Je me suis même demandé, est-ce que être médecin et réfléchir, c'était compatible? Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'appelle Albert Jacquard, qui m'a permis de comprendre que c'était possible. Donc voilà pourquoi j'ai fait s'appeler de ça. Et puis, si j'ai choisi le suicide, si j'ai fait ma thèse de sociologie sur le suicide, ce n'est pas un hasard. Avant, on est interne, on rentre dans le cabinet, et là, on a peur, parce qu'on se dit, on ne va pas savoir gérer les urgences. Donc j'ai fait un DU d'urgence. Et à la fin, on m'a demandé de faire un mémoire sur les urgences.
et le suicide s'est imposé comme sujet. Tout simplement parce que j'avais en souvenir ce que j'appelle une nuit d'horreur. Ça fait longtemps qu'elle a eu lieu, mais c'était vraiment une nuit cauchemardesque. J'ai une tentative de suicide, et j'ai bien une tentative de suicide, regardez le mot que j'utilise, qui est arrivée à 10 heures, une à minuit, une à 2 heures, une à 4 heures du matin. À 10 heures, j'étais frais, j'étais humain, j'avais envie de l'accueillir. À minuit, j'étais fatigué. Sachez bien que j'avais commencé à bosser 9 heures le matin. C'est déjà une bonne journée. Et j'allais finir le lendemain à midi. Mais je peux vous dire que les tentatives de suicide à 2 heures et à 4 heures du matin, j'étais pas très frais et assez irrité. Et puis on a tourné en rond. On était perdus, impuissants. Et je me suis même surpris à penser, ils me saoulent, quoi. Ils peuvent pas, c'est un choix, quoi. Ils ne peuvent pas venir à une autre heure, ils ne peuvent pas choisir une heure raisonnable. Bon, si c'était un accident de voiture, un OAP, je ne me serais pas posé la question, parce qu'ils n'y peuvent rien, mais eux. Et puis, je me suis réveillé le matin. Vous avez bien compris que je voulais faire de la sociologie, donc j'avais la prétention de vouloir être humain. Et manifestement, ma réaction ne l'était absolument pas. Et là, comme j'étais sociologue, j'ai pris mon petit enregistreur, j'étais faire une étude dans un autre hôpital. Et là, vous savez ce qu'on dit, quand on pense à soi, on se désole, quand on se compare aux autres, on se console. Et les autres n'étaient pas meilleurs que moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait du boulot à réfléchir et à penser des choses. Et là, je me suis dit, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de partir, d'essayer de saisir comment j'avais pu avoir une réaction qui n'était pas assez humaine. Donc, j'ai commencé à étudier le suicide. Et je me suis aperçu que le suicide avait une histoire qui différait d'une époque à une autre, et que chaque époque avait sa façon de penser le suicide. Historiquement, le suicide a été perçu à travers le prisme de la morale, la théologie, la philosophie. Et puis, depuis le 19e, le suicide relève de l'étude scientifique, psychiatrie, sociologie. Et les chercheurs se sont alors demandé si, passant du côté de la science, l'étude du suicide était devenue objective, exemple de croyance. En plus, ils ont développé des modèles, soit avoir dans le suicide un problème à résoudre dans une logique gestionnaire, avec comme objectif d'empêcher le passage à l'acte et de diminuer des statistiques. Soit voir dans le suicide un fait de société, un acte qui fait sens, qui dit quelque chose de la société dans laquelle on vit. Un problème qu'il faut savoir analyser dans toutes ses dimensions. J'ai compris alors que j'avais besoin d'étudier le suicide d'un point de vue théorique pour m'interroger sur mes pratiques et saisir ce que je faisais quand je prenais en charge un suicidant et ne pas être influencé par les a priori que je ne maîtrisais pas. Je voulais comprendre les valeurs, les normes et les facteurs sociologiques qui m'influençaient. J'avais besoin de répondre à mes dilemmes éthiques et surtout de ne pas rester seul en tête-à-tête avec moi-même. Il faut d'abord comprendre le suicide en lui-même, et c'est pour ça que je vous ai posé la question, quelle est votre définition ? Parce qu'en fonction de la définition du suicide, on ne fait pas la même prévention, celle qu'on a en tête. Et pendant des siècles, les approches philosophiques et religieuses ont prévalu. La méthode consistait à établir par un raisonnement si la mort volontaire était chose licite ou illicite. La question de la morale et du sens était essentielle. Se donner la mort était-il un acte de lucidité, de liberté, ou la pire des lâchetés, un crime contre la cité, contre la nature, contre le don de Dieu, avec un risque de damnation éternelle. Chez les Grecs, il y avait plusieurs visions. Aristote condamne tout suicide. Le suicide est un crime, un acte immoral pour Aristote. Le suicidé est un lâche, un déserteur qui fuit ses responsabilités. Il commet un acte d'injustice contre la cité. L'acte est toujours condamnable et le suicide toujours coupable. Platon s'inscrit dans la même logique, mais avec des nuances. Il est plus complexe, je dirais plus normand. Certes, on n'a pas le droit de quitter ce monde tant que les dieux n'ont pas décidé, tant qu'on n'a pas contribué au bien-être de la cité. Mais pour certaines personnes, il arrive qu'il serait préférable de mourir plutôt que de vivre. Mais il ne faut pas donner la mort avant qu'un dieu n'envoie un signe. Et pour les Grecs anciens, philosopher, c'était aussi apprendre à mourir. Donc un philosophe doit accepter de mourir. Et là, on pourrait lancer un débat. Vous connaissez Socrate, je pense. À votre avis, c'est suicidé Socrate ou il ne s'est pas suicidé ? Suicide ou sacrifice ? Qui pense que Socrate s'est suicidé ?
hein, et qui pensent que c'est un sacrifice. On serait en atelier, on aurait le débat. Je suis désolé, l'exercice, je ne peux pas me permettre. Je vais juste vous donner quelques éléments de réflexion. Socrate aurait pu s'enfuir. Il a décidé de rester. Il boit la ciguë volontairement. En plus, il a provoqué ses justes. Soit vous me mettez au Prytanée si vous me donnez l'académie, soit vous me tuez. Après, je vous laisse décider. Socrate a décidé à un moment que ses valeurs, ce quoi il croyait, étaient plus importants que la vie. Il ne faut pas oublier que Socrate est le fondateur de la philosophie occidentale. Donc on pourrait avoir un débat, est-ce que suicide et sacrifice, c'est la même chose ou c'est différent? Alors pour les stoïciens, le suicide est la conclusion d'un raisonnement plutôt que le résultat d'une émotion. Et pour eux, il faut savoir quitter le banquet quand le repas est fini. La différence entre ces philosophes est de savoir finalement qui est maître de son destin. Et puis on voit bien que si les philosophes se sont intéressés au suicide, c'est parce que le suicide nous heurte. Donc il faut savoir comment penser. Difficile de penser plus par soi-même, il faut un traitement social au suicide. Mais les choses ne sont jamais simples, hein. Les Grecs disaient ça, mais en même temps, ces mêmes sociétés valorisaient le suicide héroïque. Vous connaissez Achille? Vous connaissez son dilemme ou pas? C'est quoi le dilemme d'Achille? Le dilemme d'Achille, il avait un choix simple. Soit une vie héroïque, glorieuse, mais il meurt rapide, mais on allait le connaître pour toute éternité, soit une vie sans danger, il se prélassait, mais tout le monde l'aurait oublié. Quel choix terrible. Donc pour les Grecs, la mort héroïque, sans lâcheté, et de préférence jeune, est considérée comme un honneur dans la civilisation grecque antique. Les Romains s'inscrivaient dans une logique assez stoïcienne. Ils exigeaient le suicide d'un général vaincu. Le suicide était honoré comme un acte de courage politique. Pensez à Caton, pensez à Brutus. C'est un geste essentiellement aristocratique. Mais tout le monde n'avait pas le droit de se suicider. 3 catégories d'acteurs n'avaient pas le droit de se suicider. Les esclaves, les condamnés à mort, ce qui est paradoxal, et les soldats. Et ce qu'avaient en commun ces 3 catégories, c'est qu'ils ne sont pas maîtres de leur propre destin. Et le citoyen lambda avait le droit de solliciter l'autorisation de la cité de partir s'il expliquait pourquoi. Alors les choses ont changé au 1er siècle de notre ère. Mais pas par les chrétiens, par les empereurs. Les empereurs prennent plus de pouvoir et ils considèrent qu'ils doivent être le maître, le père de la patrie. Et qu'ils veulent avoir désormais un droit de mort sur leur sujet. Et alors, il s'est passé quelque chose qui a fait changer les choses, c'est que les empereurs romains étaient souvent à court d'argent. Alors, il y avait un truc simple, quand je suis à court d'argent, je vais tuer un riche romain, un riche sénateur, et je vais récupérer son héritage. Alors, les sénateurs ont une idée, je vais me suicider, comme ça, bon, certes, je vais mourir, mais au moins, ma famille va récupérer l'héritage. Les empereurs romains ont été encore plus pervers, ils se sont dit, OK, on va créer une nouvelle loi, ça de vous suicider, on va faire que le suicide soit un crime, et comme ça, même en cas de suicide, je récupère votre héritage. Donc finalement, le changement de regard sur le suicide, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas été fait sous l'impulsion des empereurs romains, mais elle a été faite sous l'impulsion des empereurs romains, justement, et pas par le christianisme. Avec les chrétiens, un autre propriétaire apparaît, c'est Dieu. Alors, ça ne signifie pas que les chrétiens ont tout de suite une vision, une doctrine claire par rapport au christianisme. Il a fallu attendre 4 siècles, c'est long 4 siècles, pour que l'Église chrétienne fasse sa doctrine. Avant, c'était plus ambigu. Et j'espère que je vais choquer personne, mais on s'est posé la question par rapport à Socrate. On a bien nos suicides célèbres auxquels on pourrait penser ou pas. Vous voyez à qui je veux penser? Qui pourrait... Qui? Le Christ. Suicide, sacrifice. Alors c'est compliqué parce que si finalement la religion chrétienne interdit le suicide et que le premier s'est suicidé, enfin vous voyez bien que ce n'est pas simple. Et finalement, les martyrs. Martyr, ça veut dire témoigner. Suicide, sacrifice, ce n'est pas très simple. On voit bien qu'il y a une réalité et la façon et le récit qu'on fait sur la réalité.
Alors, avec Saint Augustin, arrive, cette fois-ci, c'est clair, on condamne en règle le suicide. Et Saint Augustin dit, s'il n'est pas permis de tuer de son propre chef un homme, celui qui se tue, excusez-moi, ne tue pas autre chose qu'un homme et commet donc un homicide. Celui qui se donne la mort est donc un criminel. Personne n'a le droit de se tuer volontairement sous prétexte de fuir les afflictions temporelles, car il s'expose à la souffrance éternelle. Se donner la mort, c'est céder à la tentation du diable. Vous voyez très bien pourquoi le suicide va poser problème. Le message du Christ, c'est l'espoir. Se suicider, c'est dénoncer le message du Christ. Alors, Saint Augustin est aussi ambigu. Il y a une exception. Le suicide est acceptable uniquement, la mort volontaire à l'époque, s'il s'agit d'un acte d'obéissance à une injonction divine. C'est compliqué, mais vous voyez voir, toute l'histoire est compliquée. C'est pour ça que ça me passionne, parce que c'est jamais recta comme on nous l'a appris. Vous connaissez Dante, vous connaissez son enfer. Dans les cercles, quel est le pire des crimes? Le suicide. Ok. Mais alors, si le crime pour Dante est le pire des crimes, paradoxalement, le suicidant est le moindre des criminels. Il y a ce qu'on pense et l'attitude de ce qu'on fait, ce n'est pas toujours pareil. Cette ambiguïté fait sens. Il y avait une oscillation entre condamnation et empathie. On n'est pas aussi caricatural qu'on veut bien le dire et que l'histoire nous donne à croire. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au Moyen-Âge, on jugeait les cadavres. On nommait un procureur, un avocat, on jugeait. Et juger le cadavre, ce n'était pas complètement innocent, parce que non seulement il n'avait pas hauteur à son terre chrétienne, non seulement on l'enterrait à la croisée des chemins, parce que pour bien lui passer sur le corps, mais aussi on lui prenait son héritage, vieil héritage empereur. Pas simple. Et en même temps, il y avait cette loi extrêmement dure, mais en même temps, on cherchait toujours à l'éviter. C'est-à-dire que quelque part, quand quelqu'un se suicidait dans la communauté, on cherchait toujours à lui trouver une excuse de folie. Et pourquoi la folie était intéressante? Parce que s'il est fou, ce n'est pas un acte rationnel, donc il n'a pas renié Dieu. Donc finalement, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de renier Dieu, ce n'est pas de mourir. Et donc, ceux qu'on condamnait étaient les vagabonds. Et là, je dirais, c'est une forme de prévention du suicide parce qu'ils servaient d'exemple aux autres. Je passe très vite. À partir du XIXe siècle, l'approche scientifique a progressivement supplanté le débat moral. Les suicidés ne sont plus jugés. L'acte suicidaire n'est plus considéré comme un crime, un rejet de Dieu. Le suicide va progressivement passer des juristes aux médecins et aux sociologues. Il passe du tribunal à l'hôpital. Ce changement a permis de commencer à le faire le tabou et d'initier les politiques de prévention. Le traitement social, j'en doutais, puisqu'on ne regarde plus de la même manière, n'est plus le même. Si le suicide est passé du côté de la science, est-ce que c'est la fin de l'histoire du suicide? Avec la science, tout deviendrait simple, sans passion. Le suicide est-il vraiment devenu un objet d'étude comme les autres? Dépassionné, exempt de croyances et d'idéologie. Ça serait l'idéal pour nous, aussi bien soignants qu'écoutants. On saurait ce qu'on devrait faire. Il suffirait de suivre les recommandations, des statistiques et des protocoles, et d'oublier un auteur que vous connaissez bien, je pense, Camus. Et qu'est-ce que nous dit Camus? Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Et le postulat de Camus, c'est celui-là. Dans un monde absurde, où rien n'est utile et rien n'a de sens, on ne peut que s'interroger sur l'intérêt de rester en vie. C'est pas complètement correct, mais ça nous interroge. Alors, science ou philosophie, ou science et philosophie? Répondre à cette question suppose de se demander comment la science étudie le suicide. Et la science privilégie l'approche épidémiologique, clinique, décrire, expliquer. Cependant, selon les philosophes actuels, cette démarche a un prix. La suicidologie aurait oblitéré la question du sens. Alors finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y aurait pas de séparation radicale entre l'approche religieuse et l'approche scientifique. Il y aurait des points de convergence. Dans les deux cas, le suicide représente une négativité absolue. La vie est sacrée. D'ailleurs, vous avez entendu parler du livre « Suicide, mode d'emploi », à quel point il a été interdit.
Et pour l'anecdote, je suis allé au Canada où on peut le publier. Je l'ai acheté et le vendeur ne voulait pas me le vendre. Il avait peur que je fasse quelque chose avec et qu'il en soit responsable. On a été obligé de lui expliquer qu'on venait pour un congrès de suicidologie. Le fond du problème, c'est que le suicide constitue toujours un trouble à l'ordre social. Celui qui se suicide se fait violence, mais nous fait violence. Et le deuil après suicide est le deuil le plus difficile à vivre. Si l'objectif principal est de faire cesser le trouble pour que tout redevienne comme avant, sans se poser de questions, il y a un risque que la suicidologie descriptive se construise aux dépens de la recherche du sens. En esquivant la recherche du sens, on a vu tout ce qu'on a dit par rapport à la sociologie, c'est la place et le rôle que le suicide occupe dans la société qui n'est pas abordé. Et les regards sont différents dans la façon dont on regarde les choses. Longtemps, on a fait une corrélation statistique entre suicide et homosexualité. Et longtemps, on l'a interprété parce que les homosexuels étaient fragiles. Donc c'était leur fragilité qui expliquait le suicide. Maintenant, on l'explique par l'homophobie. Donc on ne suicide pas en tant qu'homosexuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fragilité complète, mais en tout cas, l'explication qui domine, c'est le rejet et le manque de soutien social. Même réalité, mais un récit, une interprétation qui est différente. Donc, la science n'est pas neutre. Elle se construit sur des valeurs et des théories. Cependant, la richesse de la démarche scientifique est de se critiquer, de toujours se remettre en cause. Ainsi, pour un anthropologue comme Fassin, un problème de santé publique ne correspond pas à une réalité naturellement objective, fondée uniquement sur l'évolution des connaissances, mais résulte d'un processus complexe de négociation. Ainsi, les politiques de santé publique ne relèvent pas uniquement d'une logique scientifique fondée sur une connaissance positive après mise en statistique du réel, mais s'appuie aussi sur des valeurs et sur des normes. On revient sur le débat entre science et éthique. Et le problème, c'est que ces valeurs, ces normes sont intériorisées sous forme d'évidences partagées, de lieux communs, et elles sont peu questionnées par les acteurs. La gestion du risque suicidaire intègre, à côté de la logique médicale, des paramètres sociaux et culturels. L'idée est donc de saisir comment émerge la prévention du suicide, selon quelle logique. Et donc, vous avez bien compris, la question fil rouge que je me pose, que je me suis posée, que je vous pose, c'est qu'est-ce que je fais quand je fais de la prévention? Qu'est-ce que vous faites exactement quand vous écoutez? Donc, je vous propose maintenant de partir à la recherche de ces valeurs cachées et qui nous influencent. Alors, on a vu que le suicide était lié à la morale. Est-ce que vous pensez que la morale a disparu actuellement ou pas? Oui, non? Non. Et vous avez parfaitement raison. Je savais que vous saviez pas mal de choses et que j'avais rien à vous apprendre. La question pourrait pourtant sembler désuète. De moins en moins objet d'opprobre moral, le suicide est de moins en moins condamné. Se tuer est perçu par une minorité de Français, 80%, comme un signe de grande souffrance, d'appel au secours. Ils ne sont que 10% à y voir un acte de lâcheté et 7% de courage. Le suicide est plutôt perçu comme un signe de désespoir, mais pas le même désespoir qu'avant. Se donner la mort n'est plus céder à la tentation du diable, mais constitue un acte lié aux souffrances intenses que subit l'individu, lui interdisant tout choix vraiment libre et rationnel. Dans cette logique, le raisonnement moral s'inverse. Pendant des siècles, le fait de se tuer a été considéré comme un acte immoral, parce que ce geste enfreignait les lois de la nature et les lois de Dieu. De nos jours, ce qui est mis en avant est le sentiment d'impasse, la souffrance subie, l'isolement social, la perte du lien social. On oublie souvent les liens toxiques. On pourrait en parler. Donc le regard sur le suicidé a évolué. De criminel, il est devenu victime. Ce n'est pas du tout la même chose. Par contre, ça invite toujours à une intervention. Donc c'est à la fois différent et pareil. Alors, en plus, si le suicide n'est plus considéré comme un crime, il rentre dans une zone floue, parce qu'il n'est ni interdit ni légal. Et historiquement, IVG et suicide ont été accompagnés l'un avec l'autre. Et quand on a légalisé l'IVG, le suicide est toujours resté dans cette zone floue. Il est renvoyé à la folie, à la pathologie mentale, puis à la pathologie sociétale, avec un grand débat entre psychiatres et sociologues. Le suicide est-il lié à la folie de l'homme
ou à la folie de la société? Vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Je pense que c'est complexe. Mais une fois que j'ai dit que c'est complexe, je n'ai pas dit forcément beaucoup de choses, je suis d'accord avec vous. Donc en pratique, par contre, c'est un changement pratique. Le suicide est passé des mains des prêtres et des juristes à beaucoup d'autres mains, beaucoup de monde nouvelles. Les médecins, les psychiatres, les psychologues, les écoutants, les proches, et aux sociologues. Et vous apercevez que tous ces gens-là en commun sont des experts. On donne rarement la parole aux suicidants. Mais il y a une chose qui ne change pas. Le suicide reste et demeure toujours un traumatisme. Il est toujours perçu comme un trouble à l'ordre social, avec des effets dévastateurs sur la famille, les proches et sur le tissu cohésif de la société. Le suicide suscite le besoin de comprendre, de trouver une cause, une explication. Et il faut absolument agir. Le suicide impose l'action. Ainsi, le jugement moral demeure, mais c'est une nouvelle forme et entraîne de nouveaux devoirs. Je me souviens d'une infirmière que j'avais interviewée, quand j'avais fait une étude, et que j'avais trouvé qu'elle était extrêmement raide face aux patients qui avaient une tentative de suicide. Elle leur faisait boire du charbon. Vous avez déjà bu du charbon quand on a mis des médicaments? Une bouteille comme ça. C'est dégueulasse, c'est infâme. Et ce qu'elle disait, c'est que elle disait aux patients, vous allez boire jusqu'au bout. Et s'il reste 3 gouttes, on mettait un deuxième. Je me suis dit, mais c'est quoi cette... Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là où j'aime bien la sociologie, parce que je me suis dit, elle est comme moi, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pris le temps, on a discuté. C'est pour ça que je trouve qu'il faut prendre du temps pour écouter. Et là, elle m'a raconté que sa sœur s'était suicidée. Et qu'il y avait un tel degré de culpabilité, qu'elle n'avait rien vu venir, qu'elle voulait en faire beaucoup plus. Vous voyez, c'est complexe, la réaction des gens. Ouais. Heureusement. Ah. Bah, je veux bien qu'on vous donne le micro. Ouais. Excusez-moi, je voulais simplement rajouter que c'était la même chose pour l'IVG dans ses débuts, quand elle a été légalisée. Je pense qu'il y a environ 45-50 ans, je ne me souviens plus exactement la date. Toujours est-il qu'il fallait absolument souffrir à l'hôpital de cette IVG. Donc on ne nous endormait pas, on faisait ça comme ça à vif. Comme ça, au moins, on vivait cette IVG, on ne recommencerait pas à se faire avoir et à tomber enceinte sans avoir fait exprès. Merci. Donc, finalement, il y a toujours des devoirs. Il y a nécessité de trouver des stratégies pour réduire l'expression et la conséquence du comportement suicidaire. Longtemps considéré comme une fatalité, le suicide s'est mué de destin tragique en mort prématurée évitable. Le récit change. Il y a une obligation morale de prévenir le suicide, s'impose peu à peu, doublée aussi d'une concurrence entre les pays et d'une quasi-obligation pour chaque pays de présenter des bons indicateurs en matière de santé publique. Le pouvoir, quand on donne de l'argent, c'est jamais complètement... Les enjeux économiques, je passe. Et puis, qui dit victime dit coupable. Il faut donc trouver un responsable. En conséquence, s'il ne faut plus juger le cadavre, s'amorce l'idée de juger la personne qui serait responsable de la mort. Et la jurisprudence a évolué. Pour la première fois, l'État a été condamné pour un suicide qui a lieu en prison. Donc le suicide dit quelque chose du rapport entre individu et société. Face aux psychiatres qui se centraient sur l'individu, la grande idée de Durkheim était de montrer que le suicide était aussi un fait social, un fait collectif. Alors je ne vous rappelle pas, les catholiques suicident plus que les protestants, les personnes isolées plutôt que les personnes en collectivité, les altruistes suicident moins que les égoïstes, les femmes moins que les hommes, etc., etc. Et ça change d'une société à l'autre. De fait, si le suicide est perçu comme l'échec d'un individu, il semble être aussi l'échec de l'entourage et remet en cause les relations humaines. J'ai un ami proche qui travaille avec moi à l'UNPS qui a eu sa fille qui s'est suicidée. La famille n'en est pas sortie. Elle a explosé. Non, bah, alors, on évite de parler de raté, de machin. On parle de abouti. On ne dit plus suicide réussi, hein, parce que quand même, suicide... bon. Donc finalement, notre rapport,
la façon dont on voit le suicide peut s'expliquer par l'évolution des rapports entre individus et société. Longtemps, les références ont été l'honneur, le devoir, l'esprit de sacrifice, la recherche du salut d'altruisme. De nos jours prédomine la liberté, l'autonomie, être soi-même, le bonheur sur terre et la sacralisation de la vie. Ça change la façon dont on se confronte à la problématique du suicide. Lorsque le devoir et le salut prédominaient, se donner la mort était perçu à travers le prisme du suicide et du sacrifice. Pour moi, c'est la même chose, mais simplement le récit n'est pas la même chose. Se donner la mort pour des raisons personnelles, quel que soit le motif, était condamné. Se donner la mort pour la cité, Dieu, pour la patrie, hein, Rousseau envoyait les plus pouces vertueux à la guerre, ça posait de problème à personne, était valorisé. Le jugement moral ne portait pas que sur l'acte, mais sur son intention. Sacrifier sa vie pour un plus grand objectif que soi était un acte valorisé, un acte de noblesse. L'héroïsme des Grecs, Danse avec les loups de Kevin Costner, si ça vous dit quelque chose. Et il y avait vraiment des choses un petit peu casuistiques. Et il y avait tout un détail sur Titanic. Imaginez le jeune homme et la jeune fille qui sont tombés à l'eau. Il y a une planche. Si le jeune homme et la jeune fille vont vers la planche, il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un qui va survivre. Si le jeune homme laisse la place à la jeune fille, c'est un acte noble, c'est un sacrifice. Il va au paradis. Par contre, s'il est monté sur la planche, qu'il voit arriver la jeune fille, qui descend de la planche, qui lui laisse, c'est un suicide, il va en enfer. Je vous laisse décider quelle est la vraie version. De nos jours, la personne n'a plus de propriétaire, c'est la grande nouveauté. Autonomie et sacralisation de la vie sont les valeurs phares qui transforment le rapport individu-société. Le choix personnel prime sur ceux de la société, la communauté. Donc, le sacrifice perd sa de noblesse. Là, on voyait un sacrifice, maintenant on voit une dépression masquée. Même réalité, récit différent. Et même paradoxalement, l'idée d'un droit au suicide a émergé, illustré par la polémique autour du livre Suicide mode d'emploi que vous connaissez. Alors même si l'idée d'un droit au suicide est marginale, elle n'influence pas moins notre manière d'aborder le problème. Une nouvelle question apparaît. Celui qui veut se suicider est-il en capacité ou non de faire un choix rationnel? La réponse est souvent non. Cette question en entraîne une autre. Dans quelle mesure est-il moralement légitime de s'opposer à la volonté d'un individu lorsque respecter l'autonomie des personnes constitue une valeur majeure? La question morale ne porte plus sur la légitimité de l'acte, mais sur les situations où il est légitime de respecter le droit d'un individu d'être maître de son destin. Et ce n'est pas simple. J'ai une collègue sociologue qui avait 20 ans de plus que moi, qui m'a téléphoné un soir en me disant « J'en peux plus, je suis diabétique, je dois subir une opération. Je sais que je ne peux pas subir l'opération, je n'en peux plus, c'est la 10e, j'ai trop de souffrance. » Et en même temps, elle savait que si elle ne subissait pas l'opération, elle allait encore plus souffrir, voire mourir. Vous auriez fait quoi à ma place? Vous leur donnez les médicaments? Ce qu'elle m'a demandé à moi, parce qu'elle m'a téléphoné en tant que médecin, pas en tant qu'amie, elle voulait que je donne des médicaments. Mon choix a été d'aller discuter avec la famille et d'expliquer les démarches et parler d'Exit. Si je vous parle de ça, ce n'est pas par hasard, parce qu'aujourd'hui, on sépare radicalement suicide et euthanasie. L'euthanasie nous trouble. Il y a des combats. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous pensez du suicide assisté, mais on n'aime pas beaucoup ce terme. Pourtant, dans la pratique, le suicide relève de la science, de la prévention, l'euthanasie davantage de la philosophie et de l'éthique. La sacralisation de la vie limite le concept d'autonomie et justifie de ne pas respecter le choix des individus lors de tout suicide, quel qu'en soit le motif exposé, puisqu'on considère deux principes, qu'il n'y a pas vraiment de choix et qu'il y a toujours une autre solution. J'ai un collègue psychiatre qui voulait hospitaliser un médecin qui a fait une tentative de suicide. Le médecin ne voulait pas. Il lui a dit « Moi, je suis responsable, je vais vous hospitaliser. » Et le médecin lui a dit « Si vous faites ça, c'est ma mort sociale. » Parce qu'il ne pouvait pas penser être médecin et avoir hospitalisé pour cause de suicide. Par contre, face à ça, il existe une exception, c'est lorsque la mort approche.
La question du sens peut redevenir légitime et l'idée de vouloir mourir dans la dignité peut être perçue comme rationnelle. Et d'ailleurs, on n'aime pas beaucoup parler d'assister, on préfère le concept d'aide active à mourir. Dans la modernité, il existe donc une tension entre le respect de la liberté et la sacralisation de la vie. Cela renverse les perspectives morales et structure nos débats éthiques. Quel principe doit guider l'intervention? Le respect de l'autonomie ou la non-assistance à personne en danger? Ces deux valeurs fondamentales de l'humanité rentrent donc en tension. Avant, la vie avait moins de valeur et le suicide était interdit. De nos jours, la vie a été sacralisée et pourtant la question du droit de suicide est apparue. Le suicide égoïste, j'insiste, pas suicide altruiste. La tension entre ces deux valeurs pourrait être résolue si on oblitère le sens et on considère que le geste est insensé, qu'il ne peut jamais être rationnel. Donc on est en frein d'entrer la complexité, un petit clin d'œil à Edgar Morin. Définir le suicide, j'en reviens à ma question de départ. L'opposition entre autonomie et sacralisation de la vie transparaît à travers la manière dont il est possible de définir le suicide et influence nos pratiques de prévention. Pour certains, le suicide est lié à la pathologie mentale, pour d'autres, à une pathologie sociétale. Ces deux visions ont en commun que le suicidé est considéré comme une victime. Donc, ça légitime notre intervention. Par contre, le suicide peut être interprété soit d'un point de vue de la souffrance psychologique, et là c'est plus compliqué, de façon psychologique, ce n'est pas la maladie, et aussi peut être interprété comme un appel au secours. Et là, on est dans une lutte de communication, voire de manipulation. Et si on conçoit le suicide comme un appel au secours, un mode de communication, une souffrance psychologique, et bien là, il redevient un acteur. Avec un acteur, on discute. Donc, vous voyez bien, victime ou acteur, à vous de voir comment vous concevez la personne qui est en face de vous. Prévention du suicide et complexité. L'histoire du suicide est tout sauf simple. Elle est pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Alors, avant 1950, les choses étaient simples. La question du suicide ne se posait qu'en cas de pathologie sévère. Soit il existait une séparation radicale entre suicide et tentative de suicide. Suicide, c'était des hommes, c'était sérieux. Suicide, excuse-moi, mesdames, c'était des jeunes filles, c'était pas sérieux. C'est pas moi qui le dis, rassurez-vous. Donc le premier était l'aboutissement d'une pathologie mentale grave et la seconde était jugée non sérieuse. Entre ces deux façons de voir, pas de place pour la prévention. Donc puis la prévention a émergé en 3 étapes. Et ce qui est intéressant, et comme le temps presse, je ne vais pas tout vous dévoiler des différentes étapes de l'histoire de la prévention du suicide. Je reverrai peut-être un petit texte parce que je n'aurai pas le temps de tout dire et d'arriver au bout de mon propos. Mais le point que je voulais souligner, qui est important, c'est que la prévention du suicide émerge pas parce que le nombre de suicides augmente et pas non plus parce qu'il y a une crise majeure du lien social. Elle augmente par d'autres facteurs qui sont, c'est comme ça que la santé publique évolue, la mobilisation des acteurs, des associations, des endeuillés, des épidémiologistes, des psychiatres. Et puis toute une série de facteurs externes, comme le développement des services d'urgence, qui sont assez récents, comme le développement des techniques de réanimation, qui réaniment plus tentatives de suicide, comme aussi un truc qui est mal connu, qui s'appelle le processus de psychologisation de la société. Tout à coup, on reconnaît la souffrance des personnes, on l'écoute. Aussi le fait qu'on considère que le suicide n'est pas une fatalité, et que la notion, et qu'elle devient une notion de mort prématurée et évitable. Et aussi, un point non négligeable, il faut faire des économies. On a calculé le coût du suicide, et ça coûte cher un suicide. Mais vous pouvez sourire, mais c'est un élément majeur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, est-ce que vous savez qui c'est qui a lancé le bilan économique du coût du suicide? Un certain Robert Boulin. Ça dit quelque chose? Il s'est suicidé dans 5 cm d'eau, un truc comme ça. Donc, je passe rapidement les différentes étapes. Je rappelle juste qu'on considère que le suicide a été initié par Che Guevara, donc SOS Amitié. Et là, c'est un point important, on inscrit le suicide dans la question du bénévolat et dans la question du monde associatif. Et ça, c'est essentiel. Et aussi, autre leçon majeure, des chercheurs comme Stengman ont fait la démonstration qu'il n'y a pas de différence radicale entre suicide et tentative de suicide. Vous voyez comment finalement la science progresse.
Après, dans les années 60, on a la création, alors après ça s'accélère dans les années 60, création de l'Association internationale de suicide, du GEPS par les psychiatres, de l'épidémiologie, du coût du suicide, etc., etc. Et puis on commence à prendre en charge la souffrance psychologique aux urgences. Avant, quand un suicidé arrivait aux urgences, on lui mettait du charbon et au revoir, et on lui donnait, effectivement, comme il a dit, c'était punitif. T'as pensé à ta mère, t'as pensé à ton père, c'est pas bien. Et puis Oui, le charbon, le fameux charbon. Et puis la dernière période est plus récente, c'est avec Michel Debout, la reconnaissance du suicide comme priorité de santé publique. Ça s'enchaîne, les plans régionaux de santé, les stratégies nationales, l'évaluation, et puis les protocoles de prise en charge, prévention du potentiel suicidaire, etc., etc. Et puis, on va même très loin, parce qu'on va faire de la prévention du suicide quelque chose de citoyen. On va peut-être un peu trop loin, et ce qu'on ne nous demande pas d'être tous responsables. On propose même des sentinelles. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Parce que quand je fais des préventions, j'insiste bien sur une chose. Ça ne sert à rien d'être formé à la prévention du suicide si vous n'avez pas un réseau autour de vous. On ne prend jamais un suicidant seul en charge. Et donc on a vraiment l'impression d'une marche un peu triomphale du suicide. Et je dis souvent qu'il y a pour l'instant presque plus de personnes qui vivent du suicide qu'il en meurt, et heureusement. Je ne suis pas trop provocateur en disant ça, mais c'est pour souligner à quel point la prévention du suicide a pris un espace dans nos sociétés. Et on peut aller très loin dans l'idée de développer, et je compléterai ce propos tout à l'heure. Parce que finalement, la prévention du suicide elle s'inscrit dans nos quotidiens, dans notre couche de vie sociale. Et au-delà de la prévention d'un risque particulier, il s'agit aussi d'une forme d'idéal, de prévention primaire, secondaire, tertiaire. L'objectif est d'aider les individus à gérer mieux leur vie, tout en leur offrant des ressources et soutien lors des crises. Et alors, changement de paradigme, on ne parle plus de pathologie mentale, mais de santé mentale. Il faut motiver les gens, il faut promouvoir la santé mentale. Et même, je dirais, certains ont peut-être lu le livre L'Apicratie. Je vous le conseille, La dictature du bonheur. Il faut même être heureux. Et on parlait des réseaux sociaux, on parlera des réseaux sociaux, et il y a des amis, et même certains se créent des amis parce qu'il n'est pas possible de ne pas avoir d'amis. Moi, je vous conseille de lire L'Apicratie, ça nous... Voilà. Et en plus, alors par contre, ce qui est compliqué, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prévention du suicide se développe, mais je dirais de façon écartelée. Il y a des acteurs partout, et vous êtes premier au courant peut-être que les professionnels et les bénévoles ne se parlent pas beaucoup. Mais je vous rassure, les psychiatres, les psychologues et les sociologues ne se parlent pas plus. Moi, quand je téléphone à un psychologue pour lui demander l'avis sur un patient qui ne va pas bien, le psychologue peut me répondre. C'est privé. Et puis, si vous dire quelque chose, il vous dira lui-même. Et j'ai un collègue généraliste qui m'a dit, est-ce qu'il existe un secret psychologique au-delà du secret médical ? Ou alors, quand je suis inquiet et que je téléphone à un collègue psychiatre à qui j'ai adressé un patient aux urgences, je connais le patient, ça fait 10 ans que je le suis. Si je l'ai envoyé, c'est que j'ai des bonnes raisons, une connaissance. La psychiatre m'a dit, écoutez, vous êtes un petit médecin généraliste, moi je suis un psychiatre, j'ai le savoir. C'est même pas une caricature. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que tous les médecins généralistes sont les meilleurs, on est aussi mauvais que les autres, et que tous les psychiatres ne sont pas bons, ils sont aussi bons que les autres. Mais ça montre à quel point c'est compliqué de faire ce que l'UNPS appelle la prévention partagée. Et souvent, le risque, c'est qu'on s'enferme dans des querelles de chapelle. Donc finalement, et c'est pour ça que j'ai dit que la prévention du suicide s'est beaucoup développée, faire de la prévention du suicide, c'est diminuer le tabou, c'est écouter, donner la parole, gérer les drames des suicides dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises, prendre en charge de nouvelles formes de souffrance psychologique, aider aussi les soignants à traiter un problème qui les met en échec, proposer aussi, et ce n'est pas négligeable, des bons indicateurs dans les comparaisons internationales. Et, je vais revenir dessus, mais baisser les coûts et rationaliser l'organisation. Parce que aussi, vous savez aussi qu'un suicidé, ça entraîne le deuil de combien de personnes ? Vous avez une idée ou pas ? On considère qu'entre 40 et 120 personnes sont impactées. Je reviens, ça coûte cher un suicide.
Alors, un détail qui m'a paru aussi intéressant pour comprendre les valeurs qui nous influencent, c'est que la prévention du suicide fait aussi partie de la prévention. Donc je me suis penché plutôt sur l'histoire de la prévention. Et donc pour les anthropologues, il existe des implicites de la santé publique qui vont de soi dans la vie quotidienne et qui ne sont jamais expliqués. La vision de la société et les valeurs socioculturelles influencent nos théories et nos pratiques. Et la prévention du suicide s'inscrit dans la prévention générale. Si les politiques de santé publique via l'hygiénisme ne sont pas récents, la place actuelle de la santé publique est colossale et occupe un espace central. Pensez au sida, à la vache folle, aux OGM, au cadmium récemment, à la lutte contre le tabac. Pour Foucault, la santé publique a pris une telle place qu'il parle de biopouvoir. Donc finalement, c'est comme si le biologique nous imposait une façon de vivre. Et ça se développe au XVIIIe siècle dans une logique néo-hippocratique, qui défend l'idée qu'une maladie naît dans des conditions d'environnement précises. Il suffit de changer l'un de ces éléments pour la supprimer. L'idée d'améliorer la santé publique émerge avec la prise de conscience qu'il y aura des résistances. Les individus ne prennent pas naturellement conscience de leurs propres biens. Il faut alors faire évoluer les comportements et prendre des mesures interventionnelles, quitte à faire leur bonheur, sans leur demander leur avis. Vous voyez bien qu'il y a des ambiguïtés entre santé publique et santé publique. Et puis les philosophes, Rousseau ne sont pas en reste. Pour Rousseau, l'homme vit naturellement sain, mais c'est ses comportements qui créent des déséquilibres. La médecine tente de rétablir les lois de la nature, mais il n'y arrive pas. Donc elle demande l'aide du prince. Donc la santé publique naît d'une double bataille, convaincre les princes de mobiliser des populations en danger, convaincre les princes de se mobiliser et les populations de changer de comportement. Et puis aussi, au XIXe siècle, il y a un truc important, les médecins deviennent les nouveaux prêtres. Le paradis n'est plus là-haut, il est sur terre. Qu'est-ce qu'on se dit en début d'année ? Et puis, on a les statistiques qui apparaissent, qui donnent les moyens de penser la prévention. Et puis, autre chose importante, l'État perd son droit de mort avec la démocratie et le principe d'autonomie. Donc l'État n'a plus de pouvoir de mort sur les individus. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais là où Foucault va en venir, où c'est subtil, c'est que vous ne croyez pas que l'État perd son pouvoir. L'État, c'est le contrôle, quelque part. Et donc, c'est la nature du pouvoir de l'État sur l'individu qui a changé. S'il n'a plus le pouvoir de mort, il a le pouvoir de vie. Et donc, le rôle de l'État est de promouvoir. Et avec donc les statistiques, il a les pouvoirs de son ambition. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que finalement, la santé publique n'est pas neutre, scientifiquement ni politiquement. Et la santé publique se crée sur l'épidémiologie. C'est génial, l'épidémiologie. C'est neutre, c'est technique, évidemment. Et ça permet aux décideurs d'avoir une démarche scientifique et opérationnelle. Et puis, ça permet d'opposer la science de ceux qui savent, qui sont sur la raison, de la culture du profane, qui serait dans la culture et dans ses émotions. L'épidémiologie n'exprimerait que des faits. Seulement si on regarde, et ça c'est l'intérêt des sciences humaines, c'est pour ça que ça me passionne, on déconstruit les choses. L'épidémiologie, ce n'est pas si neutre que ça. Il subsiste des parts de croyance. Quand on choisit des facteurs de risque, on ne les choisit pas par hasard. Les jeunes, pourquoi on s'occupe que du suicide des jeunes ? Qui suicide le plus ? Quels sont les tranches d'âge qui suicident le plus ? Comment ? Non, ce n'est pas les vieux, maintenant c'est nouveau. C'est qui les plus à risque ? Absolument pas. Les 45-55, les plus nombreux en taux. Pourquoi on ne s'intéresse pas au suicide des adultes ? Et pourtant, les adultes,
Les jeunes, ils s'occupent d'eux-mêmes. Les personnes âgées aussi. Mais nous, on s'occupe des jeunes, des personnes âgées. Et qui s'occupe de nous? En plus, l'épidémiologie véhicule une idéologie qui s'appelle l'empowerment. Les individus sont rendus responsables de leur santé et encouragés à se former. C'est la fameuse éducation thérapeutique. On est responsable de notre santé. Et si on ne se soigne pas, c'est un peu notre faute. Et puis, dans l'épidémiologie, il y a des incertitudes. La corrélation, ce n'est pas une cause. Il y a toujours des facteurs intercurrents. Un petit truc que j'ai trouvé, ça m'a amusé. Alors, on s'est aperçu d'une chose. Il y a une corrélation qu'on a vue en Allemagne, c'est fait en Allemagne. Les ventes de voitures ont augmenté. Les suicides par accident de voiture ont augmenté. Donc, finalement, la vente de voitures est un facteur de risque du suicide. Alors, je crois qu'il y a des Alsaciens ici. Vous connaissez les liens entre les cigognes et les bébés? Eh bien, le nombre de bébés ont diminué, les cigognes aussi. Donc, c'est les cigognes qui sont responsables des naissances. En fait, c'est l'urbanisation. Donc, comprenez pourquoi il y a besoin de rendre visible tout ça. Et puis, derrière tout ça, il y a les limites de la prévention. Donc, la prévention, on lui a adressé 2 critiques. Soit elle est peu efficace, soit elle est difficilement évaluable. Soit, et vous voyez bien l'autre critique, elle est contraignante et elle fait courir le risque de contrôle social. Vous voyez l'importance de se demander qu'est-ce que je fais quand je fais de la prévention. Et c'est important quand on est relié ça à l'idéologie de faire vivre. Donc finalement, la prévention pourrait osciller entre une utopie vaine et une forme de totalitarisme où tout serait subordonné à un seul but, préserver la vie au risque de sacrifier l'autonomie. Faire de la prévention, c'est accepter ses propres limites et c'est se demander si on n'est pas trop intrusif, trop interventionniste, trop contrôlant. Et si nos propres peurs ne prennent pas trop de place. Et puis encore un truc plus compliqué, qui est ce qu'on appelle, pour Didier Fassin, ce qu'on appelle la biolégitimité et la bioresponsabilité. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que tout le monde se fout si les gens ont des mauvais logements. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on ne peut pas construire des logements pour tout le monde. Par contre, s'il y a des malades du plomb, tout à coup, voilà, on retrouve de l'argent là où il n'y en avait pas. Et donc, Fassin, on a conclu que la santé relève le social. C'est pareil pour le suicide. Il y a la mondialisation, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit flexible. Et personne ne remet en cause la logique gestionnaire dans les entreprises, sauf si il y a un suicide. Pensez à France Télécom. Et là, je vous encourage à lire un livre qui m'a passionné. Je ne sais pas ce que c'est, Johan Chapoutot. Libre d'obéir. Il nous apprend une chose très intéressante, que le président ou le directeur de l'école qui a développé la gestion en Allemagne était un ancien général SS. J'espère que je ne vous fais pas un point Godwin, mais ça veut dire que finalement, libre d'obéir, ça s'appelle aussi l'autonomie contrôlée dans l'entreprise. Certes, on a gagné l'autonomie de faire notre boulot comme on veut, mais on ne choisit pas les objectifs. Ça s'appelle les missions, projet par mission. Alors, je vois que le temps passe, je ne suis pas au bout. Alors, donc, il faut être flexible et être performant. Je vous renvoie aussi aux travaux d'Alain Ehrenberg sur la performance et sur l'obligation d'être tout le temps performant, que la performance est. Donc, la prévention du suicide dans la pratique. Alors, pareil, il y a plusieurs définitions de la prévention du suicide. Elle peut être définie comme l'ensemble des activités théoriques et pratiques dont le but est de prévenir le passage suicidaire et de diminuer leur nombre. On est là très dans le biomédical. On peut avoir une approche plus large. Ensemble des actions entreprises dans le champ social, psychologique, biologique au sein d'une population en vue d'une réduction de l'incidence du suicide. Il s'agit d'en diminuer le taux, mais d'y associer la démarche sociétale. L'approche peut être plus globale. Un état d'esprit, une mise en place de dispositifs, de réflexion, d'outils, de concertation pour proposer une qualité de vie. Cette étude des lieux d'écoute et de soins en vue d'établir le champ du possible autre que la mort.
Là, on voit bien, encore une fois, qu'on a élargi. Donc derrière ça, dans nos pratiques, on se pose des questions. Est-ce qu'on cherche à limiter le suicide? Est-ce qu'on voit le suicide comme la pathologie mentale? Ou est-ce qu'on insiste sur ces dimensions sociales? Et de quelle manière? Parce que c'est bien de dire qu'on voit les dimensions sociales dans la pratique. Comment on agit sur le social? C'est pas si simple que ça. Faut-il prioriser une intervention intensive lors des risques de passage à l'acte ou augmenter les ressources dans lesquelles l'individu peut puiser au moment de la crise? Et donc, il existe 2 modèles de prévention, maladie et santé, d'interaction ou de crise. Dans le premier, le suicide est considéré comme une pathologie, la démarche est médicale, centrée sur l'individu. Il faut repérer les personnes à risque et les prendre en charge en s'appuyant sur des bonnes pratiques. Dans le second, le suicide résulte d'une crise biopsychosociale. Aucun facteur n'est prédominant. Il y a des idéations suicidaires sous l'effet des stress psychosociaux et le passage à l'acte. Et il y a passage à l'acte lorsqu'un événement de la vie, particulièrement déstabilisant, entraîne l'individu dans une impasse. La prévention est alors centrée sur l'individu et sur la population en général. Alors, je vous renvoie aux travaux de Christophe Dejour. Quand il y a un suicide en entreprise, le but du jeu, c'est de faire de la postvention en essayant de voir, de repérer qui a été traumatisé et de tout faire pour faire revenir comme c'était avant, ou alors on met une enquête sociale dans l'entreprise pour voir, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'un point de vue, c'est pour ça que je vous dis une différence entre la théorie et la pratique. Dans la pratique, on a développé les protocoles de postvention. À ma connaissance, la position de Christophe Dejour, ça reste dans les bouquins. Donc, justement, j'en arrive à la fin de mon exposé, le passage à l'acte. Donc, on est bien dans une logique en tension. Vous avez bien compris finalement, quand je suis face à quelqu'un qui veut mourir, qu'est-ce que je respecte? Son autonomie, la volonté qu'il a exprimée, et comment je comprends qu'est-ce qu'il a voulu exprimer, parce que la difficulté est là, ou alors je pars sur l'accélération de la vie. Jusqu'où je suis légitime pour intervenir? Jusqu'où chercher son consentement? Et cette question, je pense qu'elle était un peu taboue, et lors d'un congrès à Montréal de suicidologie, Brian Michara, qui était le président de l'Association internationale de prévention du suicide, a posé une question. Il existe pour lui 3 types de soignants. Les interventionnistes, aucune liberté n'est possible. Les libertaires, la liberté fait partie de l'équation. Et les relativistes, dans certains cas, on peut tenir compte de la liberté. Et moi, j'aimerais bien savoir si dans la salle, vous êtes interventionniste, libertaire, relativiste. Qui se définit comme interventionniste? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. C'est l'injonction d'aller vite, de terminer, vous avez parfaitement raison. Quand on est dans une logique interventionniste, on considère que de toute façon, c'est comme ce cas de tout à l'heure, la personne n'est jamais libre. Donc la logique, c'est que je vais tout faire en mes moyens, quitte à, voilà, comme je vais aller jusqu'au bout. Quand je suis dans une logique libertaire, à un moment donné, je vais tout faire, mais je m'arrête, je lâche prise. Parce que quelque part, et moi j'ai le cas dans là où je bosse en tant que médecin, il y a un médecin journaliste qui était en crise suicidaire, je ne l'ai pas connu, mais elle a été accompagnée 3 mois. Mes collègues sont reliés 3 mois, tous les jours, matin et soir. Ils ont cru qu'elle allait mieux, ils ont arrêté la surveillance. Voilà. Et puis, il y a les relativistes qui disent qu'à des moments donnés, il faut aller jusqu'au bout, et à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. Et moi, je voulais savoir si parmi vous, vous êtes des interventionnistes, des libertaires ou des relativistes? Et à votre avis, Brian Michara, il s'est mis où? Brian Michara et Michel Debout, vous connaissez peut-être, se sont mis dans quelle case? Comment? Brian Michara, c'était le président de l'association de prévention du suicide. Michel Debout, c'est celui qui a créé l'UNPS. Ils se sont mis dans quelle case, à votre avis? Absolument pas. Libertaire. Alors, face à un passage à l'acte imminent, qu'est-ce qu'on fait? La tentation, en tout cas moi en tant que soignant, je ne sais pas la vôtre, je parle un peu de mon expérience, je vous dis, je pose mon stylo, et honnêtement, ce qui serait simple pour moi, ça serait quand j'ai un doute, quand j'ai fait mon travail d'évaluation de potentiel suicidaire. Moi, j'ai commencé à m'intéresser, quand j'étais formé, j'ai posé la question au psychiatre qui me formait, une question bête. Ok, j'ai évalué là, il y a un risque de passage à l'acte. Et puis,
je lui ai dit, il faut aller aux urgences. Mais s'il ne veut pas aller aux urgences, qu'est-ce que je fais? Et là, le psychiatre, il n'avait pas la réponse. Vous comprenez comment je me suis interrogé? Ben oui, appeler le 3114, c'est tellement simple. Ça serait, ou appeler l'expert, le psychiatre, hein, parce que finalement, moi, je suis qu'un petit médecin généraliste, et les psychiatres, ils savent mieux que moi. Et je me souviens d'un soir de Noël, hein, on se finissait 1 heure plus tôt, j'étais content. Et là, il se trouve qu'une de mes patientes, elle avait mon portable. Elle m'appelle en disant, je ne vais pas bien, j'ai chez moi, je ne sais plus quel produit, l'eau de Javel, est-ce que je peux venir vous voir? Je n'avais pas envie de lui dire oui, mais bon, elle vient. Et là, elle me développe un discours, je ne vais pas bien, je suis isolé, ma famille est loin, et en même temps, je veux aller à mon réveillon de Noël. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors que finalement, elle me décrit qu'elle a de l'eau de Javel chez elle. Et là, petit à petit, on apprend, on bricole, parce qu'on n'a pas la réponse. Et donc, moi, très rapidement, j'ai acquis 2 certitudes. La première, l'envoyer aux urgences, ce n'était pas forcément la bonne solution. Et puis, un soir de Noël. Et puis, les études nous prouvent et nous montrent que l'hôpital est toujours délétère. Et j'avais le souvenir d'un patient que j'ai envoyé aux urgences, suicidaire. Et c'était un jeune homme de 20 ans. Je l'ai vu sortir, un vieillard de 80 ans. Il avait été neuroleptisé. C'était pas génial. Et j'ai envoyé aux urgences, il était déshydraté. Et là, pareil, il a fallu du temps. Et donc, 2 certitudes que j'ai acquises. J'ai jonglé entre ces 2 certitudes. La première, c'était de ne pas l'envoyer aux urgences. Mais la deuxième, de ne pas laisser repartir seul. Et de dire, je vois les choses au jour le jour. En plus, c'était un jour de grève. Non, vous voyez, quand les choses se passent, comme c'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, finalement, je l'ai remis de main en main. J'ai prévenu ses amis, je ne l'ai pas laissé repartir seul. On est allés ensemble dans le bus, et je l'ai remis de main en main. Et puis après, je l'ai vu le lendemain. Et puis, je dois vous avouer que je n'ai pas passé un bon Noël. Mais simplement, être soignant, c'est apprendre à gérer ses incertitudes. Ce n'est pas simple. Et là, il se trouve que j'avais fait de bons paris. Et en plus, ça a été un suivi très très long. On peut revenir sur les questions sociales, parce que finalement, on parle de renforcer les liens sociaux, mais on oublie les liens toxiques. Et je travaillais avec une père aidante, et progressivement, après des trucs très compliqués, j'ai une situation où ses parents emmènent cette jeune fille aux urgences, et ils me téléphonent, ils m'ont calmé la jeune fille au téléphone. Imaginez la scène. Et finalement, c'était compliqué, parce qu'on demandait de l'aide de la famille, et grâce à ma collègue père aidante, pas au psychiatre, on a compris que le fond du problème était la complexité du rapport avec la mère. Progressivement, on est arrivé. Mais c'était compliqué parce que quelque part, on lui posait la question, on essayait de la comprendre, mais elle ne disait rien. C'est pas simple. Ou autre exemple d'un monsieur qui est venu me voir, qui n'était pas bien, parce que son épouse l'a quitté, et son épouse m'avait prévenu qu'il allait venir. Imaginez la scène. Ce monsieur, il est père de famille. Il s'était marié avec une dame qui avait 2 enfants. Il a eu un enfant avec cette dame, et il avait son enfant à lui. Et la dame était partie. Et vous savez la question qu'il est venu me voir? La question qu'il m'a posée en venant dans mon bureau? Vous pouvez deviner? Je suis un médecin, j'ai tous les pouvoirs, vous savez très bien. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Comment? Exactement. Il voulait que je fasse revenir madame. Et puis alors là, évaluer le potentiel suicidaire, ça ne servait à rien, parce que j'avais en face de moi quelqu'un de mutique, qui regardait son portable. Et en plus, il avait une petite fille. Et en plus, c'était la fête des pères. Les signaux s'allumaient. Et à votre avis, je m'en suis sorti comment? Comment? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que je l'ai envoyé aux urgences? Non. Mais vous savez, et c'est là, non, on ne peut pas écouter quelqu'un qui ne dit rien. Il ne disait rien. Imaginez la scène, il est là, il est en train de regarder le portable. Et il me dit, ramenez-moi madame. J'ai pas entendu. Non, parce que madame ne voulait plus entendre parler de monsieur. Vous avez trouvé la solution? J'ai prévenu les parents. En lui demandant son accord. Hein. Et là, voilà. Et là, les choses sont bien passées, je l'ai revu. Mais vous voyez très bien...
vous voyez très bien que finalement... Alors... Finalement, l'idée, elle est complexe. On bricole. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que finalement, il y a des protocoles qui paraissent assez clairs. Au quotidien, on bricole. Parce que dans mon mode de fonctionnement, je cherche à faire une prévention au plus près de la personne, en ayant honnêtement toujours peur de prendre la mauvaise décision. Et là, je vous ai raconté des histoires qui se finissent bien, des histoires qui se finissent mal. J'ai une dame qui est venue me voir, qui a été adressée par un psychologue. Je m'intéresse pas au suicide, voilà. Et quelque part, elle me tenait un discours. Je veux pas mourir, mais il y a une voix qui me dit de descendre. Et là, je l'ai adressée aux urgences, parce que là, c'était clair. Là, c'était... Et là, ça se finit mal. J'ai essayé de tout organiser. Et là, quand j'étais venu au psychiatre, le psychiatre m'a dit « mais c'est juste une dame qui veut attirer l'attention ». J'avais organisé une mise en sécurité. Quand la mise en sécurité est partie... Alors, j'avais prévu, mais je ne vais peut-être pas le dire, de parler un peu téléphonie sociale. Oui, Mathieu, excusez-moi de vous interviewer, de vous interrompre. Bah, non, je ne vais pas vous interviewer. J'ai juste deux mots, je donne ma conclusion. Voilà, vous proposez de faire une conclusion parce qu'on veut laisser un temps d'échange avec la salle. Voilà. Je sais très bien. C'est pour ça que je peux vous dire que j'ai coupé pas mal de choses. Donc je voulais juste vous dire, au niveau de la téléphonie sociale, j'avais fait une comparaison entre le Québec et les... Comment ça s'appelle le Québec et la France, où il y avait des formes de téléphonie sociale qui sont différentes, et les différences sont liées à la façon dont on pense l'autonomie de la personne. Pareil pour les formations, à la façon dont on pense l'autonomie des personnes. C'est vraiment le critère. Et donc, pareil pour les formations, elles ne sont pas les mêmes. Certains forment à l'hôpital, c'est facile, et certains ont le courage d'aller former dans les institutions où il y a eu un suicide. Ce n'est pas les mêmes types de formation. Et donc, pour conclure, j'insiste finalement sur la démarche réflexive. Je pars du principe que je ne sais pas tout, qu'il faut douter. Alors, trop de doutes ronge, mais suffisamment de doutes permet d'éviter de faire des conneries. Et en tant que médecin, c'est à chaque fois que j'étais trop certain, que j'étais furieux contre moi. À chaque fois que j'ai douté, j'ai pris les précautions. Donc, pour moi, la démarche réflexive est essentielle, parce que la prévention du suicide correspond à une discipline incertaine, complexe et imprévisible, paradoxe d'un discours clair et net et d'une pratique qui se fonde sur le bricolage. L'idée est de développer une recherche ayant pour but de mieux comprendre le rôle, la prévention du suicide dans les sociétés. L'idée est de faire des évaluations selon les processus et pas uniquement sur les impacts. Sur les processus, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la prévention du suicide. L'idée est de développer la recherche qualitative en écoutant tout le monde, les personnes qui se suicident, mais les proches, les soignants, les bénévoles. Il ne faut absolument pas oublier que la crise suicidaire, c'est un processus en interaction. Ça me paraît essentiel comme message. Et un mot de la fin. Nous avons beaucoup de chiffres, mais pas assez de sens et de récits. Je vous remercie. Merci Mathieu pour cette intervention très riche. Je vais vous proposer de me rejoindre à l'espace salon où vous pourrez répondre aux questions de l'auditoire. Donc, s'il y a des questions dans la salle, il y a des micros qui circulent. Oh, pardon. Merci. Oui. J'espère que je ne vais pas parler trop fort. Vous avez dit qu'une personne seule ne peut pas prendre en charge un suicidant si il n'y a pas un cercle autour. Bon. Qu'en est-il de l'écoutant ou l'écoutante qui accueille seul un appelant suicidant?
il se trouve que j'ai travaillé avec Fille Santé Jeune. Et quelque part, Fille Santé Jeune, quand il y a un appel et qu'il y a un risque suicidaire, on pose le téléphone et ils vont discuter en équipe. Comment? Non, je vous donne la réponse. Oui. Je dis pas. Attendez. Je dis pas que la réponse est simple, mais simplement, effectivement, personnellement, et c'est vrai que vous posez une question excellente, j'ai pas la réponse parce qu'on est finalement en des logiques en tension en permanence. Il y a l'idéal et il y a le possible. Et là, je peux pas répondre aussi à votre place. Hein. Alors, pour compléter votre réponse, Mathieu, ce que je dirais quand même, c'est que nous, SOS, on ne prend pas en charge des suicidants. On les écoute, éventuellement, on les accueille, ils raccrochent s'ils vont mieux, ou on les laisse poursuivre, et parfois, on peut proposer une levée d'anonymat, mais on ne prend pas les suicidants en charge au sens que l'entend Mathieu. Ceci dit, je pense que vous avez des supervisions. Donc finalement, j'ai répondu trop rapidement. Et donc je pense que finalement, quand vous êtes confronté à quelque chose comme ça, si vous êtes comme moi je suis pas bien. J'ai eu un patient qui s'est suicidé. J'ai mis 7-8 mois à m'en remettre. Hein. C'est pas simple. Et je pense qu'effectivement, une des réponses possibles, et vous avez parfaitement raison, mais je pense qu'après, la supervision, c'est une chose essentielle. D'autres questions? Oui, là-bas, il y a... Est-ce qu'on sait ce qui se passe chimiquement dans le cerveau quand quelqu'un a envie de se suicider? Est-ce qu'on a déjà fait des IRM est-ce qu'il y a possibilité? Oui. Est-ce qu'il y a de la recherche? Oui. Alors, oui, tout à fait. Parce que, je voudrais savoir un petit peu au niveau de la recherche scientifique. Alors, par rapport à il y a un développement. Alors, je ne suis pas spécialisé en cette matière, mais je crois que c'est court. Je pourrais vous retrouver la référence. Et en tout cas, aux États-Unis, on lit beaucoup suicide et maladie bipolaire. Donc, effectivement, il y a des recherches qui ont été faites dessus. Je ne sais pas si elles sont concluantes, mais je pourrais vous retrouver les références. Donc, je ne peux pas vous répondre plus, parce que moi, j'ai développé le côté sciences humaines et sociales et pas le côté neurologique. Mais la recherche a été faite dans ce domaine-là. Merci pour votre intervention. Moi, ma question porterait sur le fait que vous avez beaucoup parlé de notre société. Est-ce que vous en savez plus sur d'autres sociétés? Je pense aux Africains, par exemple, ou aux personnes d'Amérique du Sud. Quelle est leur position et comment ça se passe au niveau du suicide? Et en corollaire, est-ce qu'il y a des pistes qui pourraient nous donner pour peut-être nous amener des réflexions sur l'aide qu'on pourra apporter? Je vais répondre à la première question. Comme le suicide, il y a une part culturelle. Donc forcément, le suicide, c'est finalement résoudre une tension auquel on est confronté. Et donc chaque société va sécréter, chaque culture va sécréter ses propres logiques en tension. Par exemple, on dit que le suicide, c'est masculin à 75%. Mais il y a un pays où c'est plus les femmes qui se suicident. Je ne sais pas si vous savez. Comment? L'Afghanistan, c'est possible. Non, c'est la Chine. Donc, c'est plus aussi important maintenant. Par contre, les mots, entre guillemets, ce qui va expliquer le suicide d'un pays à l'autre ne sont pas les mêmes. Et au Japon, on sait qu'il y a une pression académique extrêmement importante. Les femmes se suicidaient. Pardon, je me souviens plus du titre de cet ouvrage. En Arménie, je sais qu'il y a un écrivain, probablement quelqu'un dans la salle aura lu ce livre, qui parlait des suicides des femmes. Les femmes qui se suicidaient, ça dit rien à personne, ça. Un auteur arménien. En fait, toujours est-il que les femmes se suicidaient, mais pas pour rien. C'était dû, en fait, à ce qui se passait à ce moment-là pour la représentation de la femme et sa place dans la société. Voilà. Et on sait que finalement, les motifs évoluent. C'est-à-dire que dans les années... Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Amérique latine, mais en tant que sociologue, je me suis plutôt intéressé à la société française. Mais par exemple, dans les années 70, on associait beaucoup suicide et chômage.
parce que le chômage est un phénomène nouveau, entraîner un déclassement. Dans les années 80, le chômage est devenu un événement un peu moins traumatisant et on a associé suicide et souffrance au travail, qu'on ne voyait pas avant. Puis vous voyez très bien que la difficulté de l'épidémiologie, c'est qu'à un moment donné, l'épidémiologie fait un focus sur un problème et laisse les autres sous-jacents. Actuellement, on est beaucoup sur l'estime de soi, la recherche de soi, la difficulté d'être soi-même, de s'épanouir. Donc on parle beaucoup évidemment autour de l'homophobie, on parle de la construction identitaire, la construction de genre, c'est ce qu'on met en avant. Mais c'est des focus qu'on éclaire. Et là en Amérique latine, je ne peux pas vous répondre. Et la deuxième question, s'il vous plaît. Pardon. Est-ce qu'on pourrait apprendre éventuellement des autres sociétés cultures pour éventuellement progresser dans notre recherche de la prévention? Et évidemment, mais je dirais qu'il faudrait... alors, je vous réponds peut-être un petit peu à côté, mais la piste que je verrai, j'ai eu c'est pas une patiente directe, mais une thésarde, parce que j'accompagne des thèses, c'était pas une thésarde à moi, qui est venue me voir épuisée parce que sa thèse avait été refusée. Et elle avait été refusée des bonnes raisons. Et le département de médecine générale l'avait très peu accompagnée. Et très clairement, il y avait un discours suicidaire. En plus, elle avait 40 ans, elle était à bout de souffle. Et le fait que sa thèse soit refusée et qu'elle puisse ne pas devenir médecin était impossible. Et en même temps, pression du temps. Pression du temps parce qu'elle a 40 ans et elle risquait, si elle ne passait pas la thèse, soutenait pas la thèse dans 6 mois, elle pouvait passer la thèse, mais elle n'avait plus de ressources économiques. Et le directeur du département refusait de lui accorder une dérogation. Alors là, j'étais un peu interventionniste, je lui ai dit, écoutez, je veux bien vous accompagner dans la thèse, mais par contre, vous allez voir le centre de prévention du suicide de Paris. Elle a joué le jeu. Et là, je me suis retrouvé dans une position un peu bizarre. Je n'étais pas soignant, j'étais plutôt dans l'institution qui était problématique. Et quand j'ai fait remonter le risque, je me suis fait prendre une volée de bois vert par le directeur en disant « Mais de quoi tu te mêles? Ça ne te regarde pas. » Et quand je suis retourné auprès du centre de prévention du suicide, on m'a dit « Mais attends, de quoi tu te mêles? C'est la psy, tu choisis. Tu es du soignant ou tu es du côté des psys. » Et j'ai trouvé ça violent parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai adressé, l'histoire je la connaissais. Et là, j'en suis revenu à une idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui nous manque, c'est une forme d'intervention sociale. C'est-à-dire que finalement, on est dans le querelle de chapelle. Et je me suis dit, mais finalement, sur ce directeur, je ne peux rien faire. Or, c'est lui qui est violent. Qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas que c'est clair, hein, c'est une idée qu'il faudrait aller voir. Et en plus, pour vous dire, une fois, ce directeur m'a dit un truc, parce qu'il y avait une deuxième menace suicidaire au département, et c'était une jeune femme qui était mère. Et on s'était remonté à moi, et je lui ai dit, faut faire attention. Il m'a sorti un truc absolument hallucinant, je m'en suis pas remis. Au moins, si elle se suicide avec son enfant, l'enfant va pouvoir rebondir sur l'enfant, quoi. Si elle saute avec son enfant, l'enfant va tomber devant, elle va pouvoir rebondir dessus. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Il est toujours directeur du département. C'est pour ça que moi, je voudrais, exactement comme Christophe Dejour a fait, pourquoi on ne pourrait pas avoir des interventions sociales? Je ne sais pas encore sur quelle manière, mais Christophe Dejour vous encourage à lire son bouquin. Il a des propositions très claires qu'on pourrait développer. Peut-être, ça marche, pour répondre à madame de façon anthropologique. Il y a eu Néandertal qui a disparu, Sapiens, on est là, qui est toujours là. Pourquoi est-ce que Néandertal a disparu? Pourquoi est-ce que Sapiens est toujours là? On a pensé d'abord qu'il y a eu des problèmes médicaux, c'est pas évident, qu'il y a eu des conflits armés, c'est pas évident. On pense actuellement, les anthropologues pensent actuellement que Néandertal a disparu parce qu'il n'avait pas de méthode de communication efficace, alors que Sapiens avait des communautés qui correspondaient les unes aux autres. Peut-être que si Néandertal a vu SOS Amitié, Néandertal sera encore là. Et une question quand même. J'ai été interpellé par le fait que le suicide coûte, sur le plan humain bien sûr, sur le plan psychologique, mais sur le plan financier, c'est pas évident. Topor disait, je vais me suicider pour ridiculiser mon cancer. Je pense que ça coûte moins cher de se suicider que de dépenser des centaines de millions d'euros pour traiter efficacement un cancer. Non? Non, alors je ne suis pas économiste, hein, ouais. Mais quand vous avez formé quelqu'un, un jeune,
on considère qu'il y a un coût des années de formation et du service qui ne viendra pas à la société. Et non, mais je vous encourage à aller alors je pourrais vous retrouver, mais quelque part, oui, et le suicide coûte en arrêt de travail. C'est-à-dire que quelque part, comme il va impacter la famille, et tout ça. Donc je ne suis vraiment pas économiste, je vous renvoie là-dessus, mais très clairement, si on s'est intéressé au suicide, je vous renvoie aux travaux de Robert Boulin, vous pouvez vous retrouver les rapports si ça vous intéresse, mais une des motivations est celle-là. Petite question. On a parlé du suicide en général, et est-ce qu'il n'y a pas la problématique du suicide des ados, est-ce qu'elle n'est pas à regarder sous une fenêtre particulière? Alors, vous avez parfaitement raison. J'ai fait une erreur de méthode en parlant du suicide en général. Ça n'a pas de sens. Il faudrait parler des suicides. Finalement, quand on relie le suicide à un environnement sociétal, les raisons pour lesquelles un ado pourrait être amené à vouloir sonner la mort sont complètement différentes de celles d'un adulte, de celles d'une personne âgée. Et si on développe l'idée d'intervention sociale, il faut tenir compte de toutes ces circonstances. Et c'est vrai que moi, je veux vraiment retenir l'idée que la fonction du suicide qui fait sens, c'est celle qui parle des suicides, ce qui nous oblige à penser pas une prévention, mais des préventions. On va prendre une dernière question. Quand vous parlez d'intervention sociale avec Christophe Dejour, vous parlez de quel type d'intervention? Une intervention sur le travail et sur les conditions Je ne sais pas si vous connaissez les protocoles de post-vention. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un suicide dans un lieu? Souvent, on va essayer de repérer les personnes fragiles. Et en repérant les personnes fragiles, on va essayer de leur proposer une écoute, un accompagnement psychologique. Et souvent, on dit il faut que ça redevienne comme avant. Seulement comme avant, il y avait un risque suicidaire. Et ce que propose Dejour, c'est d'aller envoyer une équipe qui va étudier les conditions de vie de travail et qui va interroger les logiques gestionnaires en place. Mais on voit bien que là, on touche à quelque chose de compliqué, puisque la logique gestionnaire, comment la remettre en cause c'est pas évident. Et on s'aperçoit qu'au travail, les gens qui sont les plus à risque, on en revient bien à l'idée des types de suicides, c'est pas les jeunes, c'est ceux qui ont un certain âge et qui ont envie de bien travailler, de bien faire. Et il faut aller vite. Et là, une petite incise avec un sociologue que j'adore, qui s'appelle Armut Rosa, qui a écrit sur l'accélération du temps. On va de plus en plus vite. On n'a pas le temps. C'est pour ça que je suis content d'avoir un peu de temps pour discuter avec vous. Mais sinon, comment faire une communication en un quart d'heure? Il faut toujours être performant sur tout. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Ce qui me gêne, c'est l'idée de repérer les personnes fragiles. Parce que justement, Christophe Dejour et son acolyte Yves Clos vont justement dire que identifier une personne avec une fragilité, c'est une façon de mettre l'entreprise à l'abri de reconnaître ses propres responsabilités. Donc, au contraire, ne pas mettre en cause une personne, ce qui va psychologiser la situation et rendre cette personne encore plus fragile peut-être, mais au contraire mettre en cause l'organisation du travail. C'est exactement ce que je défends comme idée. Je ne sais pas si je n'ai pas été clair, mais j'ai opposé les protocoles de post-vention qui se centrent uniquement sur la recherche des personnes fragiles pour les accompagner. Et j'ai opposé la démarche de Christophe Dejour qui va aller faire une étude de terrain pour observer le fonctionnement de l'entreprise. C'était Yves Clos qui est tout aussi intéressant. Donc finalement, je crois qu'on est complètement d'accord. C'est moi qui suis un peu fatigué, qui est un peu trop vite. Mais justement, l'intérêt, c'est pour ça que je parle d'intervention sociale, c'est que quelque part, on pourrait interroger les étudiants en médecine sont des individus, des personnes à risque, mais on interroge très très peu la violence de nos formations. Et là, je peux en être témoin. C'est pas simple. Non seulement la violence qu'on subit, l'absence d'accompagnement, la violence dans la façon dont on est formé. Juste un petit exemple. Vous connaissez un peu comment ça se passe, la visite médicale. Je ne sais pas, vous avez déjà été hospitalisé.
On rentre dans la chambre, on est 7 ou 8 face à un patient qui ne va pas bien. On arrive, c'est extrêmement violent. Et là, j'avais un monsieur qui avait récidive d'un cancer et il fallait décider quel type d'opération on faisait. L'opération 1, l'opération 2, on rationalise. Et moi, je vois mon monsieur mais se décomposer. Et en plus, moi, en tant qu'externe, on m'avait dit, le patron me posait des questions pour savoir si je sais ou je ne sais pas. Et puis, on peut constater à l'hôpital que la relation soignant-soigné, elle est très loin de ce qu'on imagine. Et ça, c'est des thèses récentes. Et donc, on voit bien que finalement, toute la difficulté, je vais terminer là, c'est que la sociologie, c'est très bien, mais on a du mal à passer dans la pratique. C'est ça qui est compliqué. C'est que la sociologie, ça reste beaucoup de réflexion. On a la psychologie, la psychiatrie qui propose des choses pratiques, on sait faire, et la sociologie nous invite à la réflexion. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait de notre réflexion sociologique ? Un grand merci, Mathieu, pour cette intervention extrêmement riche.